Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voyons la troisième et dernière partie sur la réentrée intranodale, c'est-à-dire l'ablation de la voie lente, ce qui va permettre de traiter le problème. Alors bien sûr, il faut avoir en tête l'anatomie du triangle de corps que vous connaissez bien. On a donc la veine cave inférieure, la veine cave supérieure, l'oreillette droite, la crista terminalis, la fossa ovalis ici, la valve tricuspide, le sinus coronaire et la partie qui nous intéresse avec le vis dans le septum membraneux et le nœud auriculo-ventriculaire qui, on l'a rappelé la dernière fois, a une partie compacte ici et puis une partie de transition un petit peu plus basse en avant du sinus coronaire, et c'est là que l'on parle de voie lente, alors que la voie rapide utilise plutôt la partie haute et septale de l'oreillette droite. Donc ce que l'on va chercher à faire, c'est détruire cette zone-là, qui est la zone de transition entre la berge antérieure du sinus coronaire et la valve tricuspide, la zone où passe l'influx électrique dans la réentrée intranodale. Donc il faut d'abord bien arriver à se repérer déjà à la scopie, plus avec les signaux. Donc je vous ai mis, donc on utilise, quasiment tout le monde utilise à la scopie une OAG 30 degrés. D'accord, l'OAG 30 degrés, je vous rappelle, ça permet d'aligner l'anneau tricuspide ici, l'anneau mitral ici. D'accord, donc de les avoir face à soi et donc de vérifier que la position de notre sonde est bien vers le septum. D'accord, et donc ça va nous permettre de naviguer en hauteur avec la sonde tournée vers le septum depuis le is jusqu'au sinus coronaire. Je vous ai mis en superposition le petit schéma de la Maillot qu'on avait juste avant. Et donc, on va pouvoir regarder les différents signaux endocavitaires. Là, chez le même patient, donc on a bougé un petit peu notre sonde d'ablation. On l'a mise d'abord très haute, et on voit qu'on est là sur le is avec le dipôle distal de notre sonde d'ablation. AHV, donc là, évidemment, ce n'est pas ici qu'on veut tirer. Non seulement on risque de taper le is, mais aussi on sait qu'en regard du is, il y a le nœud compact, et en plus là, on a beaucoup d'oreillettes. Donc on a vraiment notre sonde qui est placée là, probablement en plein sur le nœud compact, sachant que vous savez qu'on n'arrive pas à identifier, on ne peut pas savoir là dans le signal atrial que l'on est sur le nœud AV compact, d'accord, mais on sait qu'on est atrial en regard du is, donc là on est dans la région du nœud compact. Ensuite, on va mettre notre sonde, on va descendre notre sonde le long du triangle de corps et on va chercher à voir quand est-ce qu'on a le dernier is, donc ce qu'on appelle le is le plus bas. En général, à cet endroit-là, on fait une graphie qu'on met en référence. Et donc, on se souvient en gros que c'est la partie au-dessus de laquelle ou à partir de laquelle on ne veut pas aller avec notre sonde, puisqu'il va commencer à y avoir des risques clairs de BAV. Ensuite, et donc là, on voit qu'il nous reste un dernier tout petit far-field ici. Ensuite, on va se mettre très bas, là pour le coup dans une zone extrêmement safe, où on va se mettre en avant de la berge du sinus coronaire, très ventriculaire. On voit qu'on a une petite oreillette et un grand ventricule. Donc on a quasiment passé la valve tricuspide, mais on a quand même encore un petit far-field d'oreillette, donc on touche un petit bout d'oreillette. Et surtout, on a la tête de la sonde qui est vraiment vers le bas. Et donc, on est très loin du nœud compact. Et là, en l'occurrence, c'est la partie moyenne de la berge antérieure du sinus coronaire. C'est en général à cet endroit-là que l'on aura notre succès d'ablation. D'accord ? Donc, vous voyez qu'à nouveau, cette fois-ci, la sonde, elle regarde de façon horizontale. Elle est beaucoup plus horizontale que ici. Là, en général, quand on a une sonde qui regarde vers le bas, comme ça, en OAG 30, statistiquement, on a peu de chances de trouver une zone qui va être intéressante, mais au moins on est sûr de ne pas faire de BAV. Donc souvent, on commence un petit peu comme ça. Et statistiquement, quand on a une sonde bien horizontale, vous voyez, on a la sonde dans le sinus coronaire qui est là, donc qui nous montre où est l'ostium du sinus coronaire. On est à peu près en regard de la sonde, alors que tout à l'heure, notre position sur le is le plus bas, on avait la même orientation, mais on était à peu près 1 centimètre plus haut. D'accord ? Donc là, on a vraiment la position, on va dire, un petit peu idéale. Et on a un rapport oreillette-ventricule qui lui aussi est tout à fait satisfaisant, à peu près de 1/3, 1/4. D'accord ? Ça veut dire que l'on n'est pas tombé dans le sinus coronaire, parce que si on était tombé dans le sinus coronaire, on aurait le même type de signaux que cette sonde-là, c'est-à-dire une très grande oreillette et un ventricule far-field, alors qu'ici, on a une petite oreillette et un grand ventricule. Donc, on sait qu'on est encore sur le septum, on n'a pas fait sauter notre sonde dans le sinus coronaire.
Et donc, c'est ce type de signaux-là, en général, qui va donner satisfaction. Vous voyez qu'on n'est pas si différent des signaux avec le IS far field. La différence, c'est que là, on voit un IS, là, il n'y en a pas. Et là, on est 1 centimètre plus haut, là, on est 1 centimètre plus bas. Mais ça se joue à ça. Vous voyez aussi qu'ici, on a utilisé une gaine. On la voit qui s'arrête là, qui s'arrête ici et qui s'arrête ici. Cette gaine va permettre de rigidifier l'ensemble de la sonde et donc va donner un petit peu plus de stabilité à la sonde. Et en plus, la gaine qu'on utilise, c'est soit une préface, d'ailleurs c'est souvent une préface, une gaine préface, soit une SL1. Et donc c'est une gaine qui va donner qui a une courbure qui est fixe, qui ne bouge pas, et qui permet de projeter un petit peu la sonde vers l'avant, donc vers la partie ventriculaire. Et donc en plus, elle va aider à trouver la berge antérieure du sinus coronaire. On peut tout à fait commencer l'ablation sans gaine, avec la sonde d'ablation 4 mm non irriguée. Là, en l'occurrence, c'est une Blaser 4 mm qu'on utilise. On peut parfaitement débuter l'ablation sans gaine. Moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser systématiquement une gaine. Alors, c'est un petit peu plus cher, bien sûr, à chaque fois, mais ça permet de s'assurer d'avoir une bonne stabilité, d'être bien projeté à l'avance et globalement, quand même, souvent plus confortable. Ensuite, pendant que l'on va tirer, bien sûr, vous l'avez compris, ce qu'on cherche, c'est à détruire la voie lente sans détruire la voie rapide, sans détruire les deux voies, donc en gros en évitant un allongement du PR ou pire, un BAV durable nécessitant l'implantation d'un pacemaker. Évidemment, on a prévenu le patient à l'avance que cette possibilité existe, que dans la littérature, c'est entre 1 sur 300 et 1 sur 500 cas. Voilà, et que bien sûr, on explique aux patients qu'on va privilégier la sécurité à l'efficacité et qu'on préfère un risque de récidive un petit peu plus élevé que la moyenne qu'un BAV. Et donc, pendant que l'on va faire le tir, nous, on utilise un écran particulier sur la baie, donc on n'affiche plus le signal d'ablation comme cela avec le sinus coronaire et le CG. Au moment où on tire, on n'affiche que 2 canaux pour pouvoir bien se concentrer sur ces 2 canaux. On affiche une dérivation ECG où on voit très bien l'onde P et le QRS, donc soit D1, soit D2, ça dépend un petit peu des patients. Et on affiche un canal où on voit parfaitement les oreillettes, et notamment le sinus coronaire proximal joue très bien ce rôle. Et donc là, ça nous permet d'être sûr de voir l'onde P quand il y en a une, l'oreillette du coup quand il y a une onde P, et le QRS. D'accord ? Et ça va nous permettre d'identifier les moments où il y a du rythme jonctionnel comme ici. Et si on n'avait que le CG sans le canal du sinus coronaire, on ne saurait pas s'il y a une onde P ou pas. D'accord ? On pourrait dire il y a un QRS, oui, mais est-ce que c'est un rythme jonctionnel qui va uniquement vers le bas et où il n'y a pas d'oreillette rétrograde, ou est-ce qu'il y a une oreillette rétrograde? Eh bien, on ne le sait pas si on voit que le CG, alors que lorsqu'on a le canal du sinus coronaire ou tout autre canal atrial activé, eh bien, ça nous permet de dire oui, ok, il y a un QRS et une oreillette, un QRS et une oreillette, un QRS et une oreillette, et ensuite, là, on se retrouve à nouveau avec du rythme sinusal. Là, il y a un QRS, une oreillette. Alors, pourquoi il y a du rythme jonctionnel actif comme ça? Eh bien, tout simplement parce qu'on est en train de chauffer la région de la voie lente. D'accord ? Quand on chauffe le nœud AV, que ce soit la voie lente ou la voie rapide, on a du rythme jonctionnel actif comme ça, lésionnel qui se crée. Donc, on dit que lorsqu'on chauffe la voie lente, on a un rythme jonctionnel qui est lent. Donc, lent, c'est en dessous de 100, 120 battements par minute. Et lorsqu'on chauffe la voie rapide, on a un rythme jonctionnel qui est rapide, au-delà de 120, 150, 160 battements par minute. Donc notre œil va être très concentré sur la présence ou non de rythme jonctionnel. On veut du rythme jonctionnel puisque ça veut dire qu'on est en train de brûler du nœud AV, mais on veut du rythme jonctionnel lent, comme ici, vous voyez, qui a tendance à apparaître, puis à disparaître, puis à revenir, etc. Ça, c'est vraiment le type de séquence que l'on recherche activement. Et on veut surtout qu'il y ait des moments où on voit bien qu'il y a une conduction antérograde avec un PR qui reste parfaitement stable. D'accord ? Là, lorsqu'on a du rythme jonctionnel avec une oreillette pour un ventricule, on sait que la voie rapide rétrograde est encore utilisable puisque le VA est très court, mais on ne sait pas si la voie antérograde est préservée. Donc, il nous faut des battements comme ça sinusaux régulièrement pour se rassurer. Et si jamais on a du rythme jonctionnel qui dure trop longtemps, on n'hésite pas à stimuler l'oreillette sur le CS 3-4 à une fréquence plus rapide que le rythme jonctionnel pour s'assurer qu'on a un stim QRS qui reste court et donc on a un PR qui reste
normal. Il est important de bien faire cette manœuvre-là parce que ça peut arriver d'avoir la voie rapide rétrograde qui continue de fonctionner, d'accord, alors qu'on a une voie rapide antérograde qui ne fonctionne plus. Donc, on se retrouve avec un PR long, voire du BAV. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, d'accord, soit parce qu'il y a du mismatch et ça passe dans un sens et pas dans l'autre, soit parce que les voies rapides antérogrades et rétrogrades ne sont pas exactement au même endroit. Il y a encore des débats à ce sujet. Mais en tout cas, il ne faut pas se contenter de se dire c'est bon, j'ai autant d'oreillettes que de ventricules, je n'ai pas besoin, je peux continuer à tirer alors que j'ai du rythme jonctionnel. Pensez à stimuler l'oreillette régulièrement si jamais il y a besoin. Enfin, si vous voyez du rythme jonctionnel rapide, ne serait-ce que sur 2 ou 3 battements, on arrête de tirer instantanément. Et si on voit du rythme jonctionnel et qu'il manque une oreillette alors qu'on a eu des QRS jonctionnels, il faut aussi arrêter de tirer instantanément. En général, on tire donc, en l'occurrence, avec des cathéters non irrigués de 4 mm, entre 30 et 35 watts. Et on va faire un tir entre 2 et 3 minutes lorsque l'on a des critères qui sont satisfaisants comme cela. Souvent, en faisant un mouvement de torsion, on arrive à mettre un petit peu plus de contact contre le septum avec notre cathéter, donc on va avoir plus de rythme jonctionnel. Et quand on a trop de rythme jonctionnel, on relâche un tout petit peu la pression, c'est des mouvements millimétriques, hein. Et donc, on n'a plus de rythme jonctionnel, puis on rappuie un petit peu plus fort, on a à nouveau, etc. Et donc, comme ça, on peut réguler, grâce au rythme jonctionnel, la puissance de notre ablation. Voilà. Et si jamais on tire pendant une trentaine de secondes et qu'il n'y a aucun rythme jonctionnel, ça veut dire qu'on n'est pas au bon endroit. En général, c'est qu'on a commencé un petit peu trop bas, et donc on va remonter d'1 millimètre et refaire une tentative. On dit qu'il y a eu deux grandes stratégies historiques, hein. Soit on cherche le fameux potentiel de voie lente qui nous donne des ablations en général assez hautes et donc d'emblée efficaces, mais avec un risque de BAV un petit peu supérieur, ou alors on fait une approche dite anatomique. On commence à la partie très ventriculaire et très basse de la berge antérieure du sinus coronaire, donc très safe. Et si on n'a pas de rythme jonctionnel, on va remonter très progressivement, voilà, vers la berge antéro-supérieure du sinus coronaire. Plus on est haut, plus on a d'oreillettes sur notre signal RF, plus on a de risque de taper le nœud compact et donc plus on est vigilant. Il faut enfin savoir que lorsqu'on est haut comme ça dans le sinus coronaire, si jamais on saute dans le sinus coronaire, on peut se retrouver à brûler la partie atriale qui est derrière le sinus coronaire, plus en avant. Et là, on peut se retrouver d'un coup à taper le nœud compact qui peut déborder un petit peu comme ça vers la partie haute et septale du sinus coronaire. Donc attention, quand on saute dans le sinus coronaire, si on est assez haut, on a un risque de BAV rapidement. Donc il faut vérifier qu'on est bien stable et que notre alascopie notamment, que notre sonde est bien stable. Donc au début, quand vous commencez, hein, il y en a en général, on fait une scopie en permanence. On garde le pied appuyé sur la scopie pendant les 2 minutes, c'est pas grave, on fait des faibles doses. Comme ça, il y en a un qui surveille que la sonde ne bouge pas, et l'autre, quand on est deux, qui surveille les yeux rivés sur la baie pour vérifier qu'il n'y a pas d'onde de P qui manque ou que le VA ne s'allonge pas sur le rythme jonctionnel ou qu'il n'y a pas de rythme jonctionnel rapide. Voilà. Si vous faites tout ça, vous serez très safe. Si vous êtes prêt à lâcher la pédale à n'importe quel instant, il y aura globalement pas, enfin, le risque sera vraiment minimisé. Et une fois qu'on a fini notre ablation, eh bien, on va refaire nos manœuvres de stimulation S1, S2. Et là, de manière très logique, eh bien, on va avoir un comportement classique sans voie lente, c'est-à-dire que lorsqu'on fait DS2, par exemple, à 360 millisecondes, ce qui était avant le saut de conduction en début d'ablation, en début de procédure, eh bien, on a toujours notre PR qui s'allonge à 192 millisecondes parce qu'on a tiré sur la voie rapide. Mais avant, à partir de 350 millisecondes, on avait un saut de conduction et maintenant, on a une onde P bloquée puisqu'il n'y a plus de voie lente. De même, quand on fait plusieurs stimulations rapides comme ça, on allonge le PR puisqu'on étire la voie rapide et on arrive à avoir une activité atriale suspendue sans passage sur la voie lente. Lorsqu'il y a une onde P suspendue comme ça, alors qu'on a fait un petit burst de quelques battements, c'est un excellent signe pour dire qu'il n'y a plus de voie lente. Il faut ensuite attendre entre 20 et 30 minutes
pour vérifier que l'on n'a pas simplement abîmé la voilante, mais qu'on l'a bien détruite définitivement. Et il ne faut pas hésiter à se remettre dans les mêmes conditions que celles qui avaient permis de déclencher la tachycardie en début de procédure. Si la tachycardie s'induisait très facilement, alors il suffit de refaire les mêmes manœuvres et puis on pourra confirmer qu'il n'y a plus de tachycardie inductible. S'il fallait de l'isuprel pour déclencher la tachycardie, il faudra remettre les mêmes isuprel que celles qui étaient nécessaires initialement pour confirmer qu'on n'arrive plus à induire de tachycardie. Il faut enfin savoir que là, dans cet exemple-là, on a détruit la voilante, donc il n'y a plus de conduction via la voilante, mais l'efficacité est tout aussi bonne dans les études lorsqu'on a simplement modulé la voilante, c'est-à-dire qu'on a le droit d'accepter en fin de procédure le fait qu'il reste un saut de conduction, voire qu'il reste un saut de conduction plus un écho, pas plus. Si on a 2 ou 3 échos, alors ça veut dire que le risque de récidive est très important et il faut envisager de faire un tir complémentaire sur la voilante en fonction du rapport bénéfice-risque. Si on pense qu'on n'a pas pris trop de risques, il faut retourner faire un tir soit au même endroit, soit à une zone un tout petit peu adjacente. Et donc, on a le droit de laisser un saut plus un écho, puisque dans les études, la probabilité de récidive de réentrée intranodale est aussi faible que lorsque l'on n'a pas de saut et d'écho. Mais par contre, il faut que ce saut et cet écho ne soient présents alors qu'on a mis les mêmes conditions qui avaient permis initialement de déclencher la réentrée intranodale. Si au début, on avait un saut et un écho à l'état basal et une réentrée intranodale sous isuprel, si on se contente de dire qu'on a un saut et un écho à l'état basal à la fin et qu'on ne remet pas d'isuprel, eh bien là, on prend le risque d'avoir été insuffisamment performant avec notre ablation. Mais on garde toujours en tête que si on a fait un tir qui nous a paru safe et qu'on a l'impression qu'on a toujours un saut avec par exemple 2 échos, eh bien, il faut toujours se poser la question, est-ce que je réablate au même endroit? Est-ce que cette zone me paraissait safe? Est-ce que je n'ai pas eu d'allongement du PR temporaire? Est-ce que je n'ai pas eu d'onde P bloquée? Des choses comme ça, ou de rythme jonctionnel un peu actif, un peu trop rapide. Et donc voilà, est-ce que je peux me permettre de retirer au même endroit? Est-ce que je peux me permettre de tirer à une zone un petit peu plus haute, un petit peu plus atriale, donc avec un petit faible risque supplémentaire? Ou est-ce que je considère que j'ai déjà tiré dans la zone qui me paraissait déjà un petit peu limite, avec du rythme jonctionnel un peu rapide, avec à un moment donné une oreillette qui a sauté, où j'ai dû arrêter mon tir, etc. Et là, on discute avec le patient et il ne faut pas hésiter à dire au patient, écoutez, bon voilà, il reste encore 2 échos, mais on joue la carte de la sécurité et puis on décide d'en rester là pour l'instant, même si vos risques de récidive sont un petit peu plus élevés que la moyenne. Donc ça, il faut gérer au cas par cas en fonction du niveau d'inquiétude qu'on a par rapport aux voies de conduction. Mais on va dire que dans quand même l'immense majorité des cas, il faut retourner tirer jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'un écho ou plus du tout de voilante. Enfin, bon, vous le savez, hein, mais les recommandations, c'est donc 97% de succès lorsqu'on fait une ablation, 1 sur 300 de BAV dans les études. N'oubliez pas que pour arrêter les réentrées intranodales aux urgences, le mieux, c'est de faire une manœuvre vagale on met les jambes en l'air du patient après la fin du Valsalva. C'est la stratégie la plus efficace. Et enfin, donc, vous voyez que maintenant, l'ablation est en première intention pour les patients qui font des réentrées multiples. C'est-à-dire que si c'est le premier épisode, pas forcément, mais si le patient a déjà fait plusieurs épisodes, même s'il n'a jamais testé de thérapeutique médicamenteuse, on peut lui proposer en première intention l'ablation. Voilà, voilà. Merci pour votre attention et on a terminé ce cycle sur la réentrée intranodale.